Alors, nous sommes le 10 avril 2016, donc nous sommes avec Christelle, qui est donc maintenant journaliste et traductrice pour Donny et qui est arrivée, oui, environ 2 semaines. Ouais. Alors Christelle, le pourquoi du comment, et déjà peut-être quelques mots à ton propos. Donc j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une grosse firme comme Webmaster et Community Manager. J'ai commencé à suivre les événements du Maïdan depuis les médias russes. Depuis vraiment le début. Pourquoi les médias russes? Parce que de part, j'ai eu une démarche survivaliste qui m'a amené à m'intéresser à tout ce qui est médias alternatifs. Et lorsqu'il y a eu l'attaque de la Ghouta en Syrie, l'attaque chimique, j'ai comparé entre ce que les médias russes et les médias occidentaux disaient de cette attaque. Et les médias russes me semblaient beaucoup moins hystériques, beaucoup moins beaucoup plus fiables. Et j'ai attendu de voir un petit peu ce que le résultat de l'enquête donnait. Et quand j'ai vu que les résultats de l'enquête donnaient raison aux médias russes, je me dis ok, donc ils sont plus fiables. Donc effectivement, j'ai suivi les événements du Maïdan via les médias russes. Je continuais quand même à regarder ce que les médias occidentaux disaient. Mais le gouffre était tellement énorme que... Pourquoi le Maïdan? Parce qu'il y a eu plein d'autres événements dans le monde. Il y a eu plein d'autres événements. Celui-là m'a particulièrement marqué, surtout à partir du moment où j'ai vu des photos des activistes de Pravi Sector. En fait, quand j'ai vu les brassards qu'ils avaient, la Wolfsangel qui se trouve dessus, j'ai vraiment compris que là, il y avait quelque chose de grave. Il y avait quelque chose vraiment grave. Donc les drapeaux noirs et rouges de l'UPA. Les drapeaux noirs et rouges, et puis surtout cette Wolfsangel sur les brassards, ça c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux immédiatement. Le trident ukrainien. Le trident, et surtout voilà, donc ce signe-là, la Wolfsangel que j'ai reconnu immédiatement comme étant le symbole de la Waffen-SS Das Reich. Ça c'est pour Svoboda qui soutient le régiment Azov. Voilà. Le régiment étant, enfin d'abord bataillon. Le bataillon, voilà. Mais à l'époque, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de guerre encore. Voilà. Donc, le Maïdan, c'est juste, toi tu vois les têtes des activistes, des révolutionnaires du Maïdan. Ouais. Et là, tu commences à te dire, il y a un problème. Il y a un problème, parce que j'ai reconnu immédiatement un symbole utilisé par des nazis. Donc, et de l'autre côté, les médias occidentaux nous disaient, des manifestants pacifiques, etc. Et je sais que ces gens-là, c'est pas des pacifistes. Donc, quand j'ai vu... Pourtant, tu n'avais pas l'impression, là je me fais l'avocat du diable, la révolution, elle était dite justement pour faire sauter les oligarques, pour plus de démocratie, pour l'Union, l'entrée dans l'Union européenne. L'aspiration de base me semblait tout à fait légitime, l'aspiration du peuple, mais très vite, quand j'ai vu ces gens-là, j'ai compris que le mouvement est en train d'être récupéré, et est en train d'être récupéré par des gens qui étaient vraiment mauvais, quoi. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il y a eu parce que moi je me souviens qu'on montrait les étudiants, je me souviens d'ailleurs d'une professeure d'université née à Nantes, je me souviens plus exactement de son nom, et qui parlait non, mais le Maïdan c'est des étudiants, des grands-mères. Oui. Et comment toi justement tu as vu ces images du Maïdan avec les tronches patibulaires dans les médias russes? Dans les médias russes, mais aussi il y avait eu quelques photos qui étaient quand même passées effectivement dans des médias un petit peu alternatifs francophones, et quand j'ai vu vraiment les têtes de ces gars, les symboles qu'il y avait sur eux, sur leur drapeau, etc., j'ai dit non, c'est pas des étudiants et des grands-mères. J'avais vu aussi la Miss Victoria Nuland en train de distribuer ses cookies, ses pains au chocolat, etc. Et puis cette fameuse conversation téléphonique qui a fuité, un fuck the EU, et puis que l'Union Européenne aille se faire foutre. On a mis 5 milliards pour changer, pour mettre qui on voulait à la tête de l'Ukraine. En gros, on va jusqu'au bout. Donc là, je me suis dit, ok, là c'est le numéro de marionnettiste, c'est complètement téléguidé, et donc à partir de là, j'ai complètement lâché les médias occidentaux, parce que j'ai vu que vraiment, cela dit, donc tu m'as dit que tu avais suivi les événements en Syrie, ensuite, donc ça c'était en 2012, 2011. 2013. Après le Maïdan à la fin de 2013. Oui, c'est ça. Mais alors, t'es pas allé en Syrie, tu te retrouves pas en Syrie là. Je me retrouve pas en Syrie, je me retrouve dans le Donbass. Alors, c'est qu'il s'est passé quelque chose là, après le Maïdan. Donc après le Maïdan, donc effectivement j'ai fait de la réinformation, donc j'ai commencé à partager les liens sur ce qui se passait, je suivais les événements de près, et puis j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser au monde russe, à la culture russe, à la mentalité russe, Russie en général. Tu partageais quoi à cette époque? Donc, qui est-ce que tu suivais dans le Donbass? J'aimerais que tu me dises
Parce qu'il y a le Maïdan et après la guerre dans le Donbass. Après il y a la guerre dans le Donbass, donc au début je n'ai que les médias russes pour m'informer. Début d'année dernière, en fait début 2015, je rentre en contact avec un volontaire russe qui a fait la Légion étrangère, qui parle français. Donc je le rencontre via un groupe pro-Russie. Et donc lui il partageait des informations justement sur le Donbass en russe, donc des agences locales, etc. Et il faisait la traduction, parce que moi je ne parle pas russe, et donc il m'expliquait la situation, ce qui se passait, pourquoi lui était venu. Et donc c'est là où vraiment j'ai commencé effectivement... C'était dans l'été 2014 Printemps 2014. Début d'année, vraiment, tout début d'année, printemps 2014. Tu t'intéresses à qui donc, dans le Donbass? Donc il y a cette personne, Voilà. soldat et ancien légionnaire qui te parle donc, directement. Oui. Qu'est-ce que tu suis à ce moment-là? Parce qu'il n'y a pas grand monde dans le Donbass du monde européen. Graham Phillips, journaliste Graham Phillips principalement à l'époque, et puis effectivement un petit peu Patrick Lancaster aussi qui est souvent avec lui. Donc c'était vraiment, j'avais ces sources-là d'informations et puis les médias russes. Qu'est-ce qui t'a fait penser, parce que tu es passé, donc après finalement tu suivais à ce moment-là plus que le Donbass? Tu avais déjà glissé sur vraiment une sorte d'exclusivité intellectuelle ou... Quasiment, oui, quasiment. Et puis tout ce qui touchait de près ou de loin effectivement à la Russie. Quoi qui t'a choqué pour t'amener à ce que finalement ça devienne le sujet principal de ton attention médiatique? Est-ce que c'est Odessa? Est-ce que c'est Odessa m'a choqué, mais ça a été surtout les bombardements sur le centre de Donetsk, donc la fameuse attaque sur la station de bus. Ça m'a plus tard, plus tard, mais ça m'a profondément choqué. Tous les bombardements sur les civils, donc je voyais les vidéos, les photos de ces gens qui étaient là par terre en pleine rue, qui avaient été fauchés simplement alors qu'ils se baladaient dans un parc. Et le parallèle avec, avec notre propre vie à nous, de se dire ça pourrait nous arriver aussi. Ce qui leur est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe où, et on n'est pas plus à l'abri que eux ne pensaient l'être avant le début de cette guerre. Donc ça c'est un truc qui m'a profondément choqué. Et puis quand j'ai vu qu'effectivement les bombardements étaient systématiquement sur les cibles civiles, ça c'est quelque chose qui m'a profondément révolté. Que tu fasses la guerre, d'accord, mais voilà, il y a... Donc ça tu l'as vu par les images que publiait Graham Phillips et puis d'autres, les médias russes, et puis... Et donc, comme pour la Syrie, tu t'es dit, là il y a un problème parce qu'on ne montre pas ces images en Occident? On ne montre pas ces images en Occident, on venait nous parler d'armée russe, donc moi j'étais en contact avec ce volontaire, donc j'étais bien placé pour savoir qu'il n'y avait pas d'armée russe. Voilà, lui était un volontaire russe qui était venu de lui-même pour des raisons personnelles. T'es sûr qu'il n'y avait pas d'armée russe? Ah oui, sûr. De toute façon, avec les moyens modernes qu'on a, les satellites, tous les moyens, on va dire, d'espionnage, s'il y avait eu l'armée russe, on aurait eu les photos avec des niveaux de détail jusqu'à pouvoir voir le numéro de série sur les chars dans les 24 heures. Là, ça m'intéresse. Tu sais que j'ai écrit un article quand je suis venu la première fois à Donetsk en mai 2015 où j'ai raconté ce que j'ai vu. Et moi je dis la même chose que toi, il n'y a pas d'armée russe. Et ce qui m'avait... Alors moi par contre j'étais venu en train et en marche de cas, mais toi tu es venu dans le Donbass en voiture. Donc j'ai parcouru beaucoup de routes. Et est-ce que tu as vu des masses, des troupes, des chars parce qu'on ne cache pas une armée aux frontières du Donbass ou dans le Donbass. Non, j'ai rien vu de tel. Il n'y a pas d'armée massée derrière la frontière. Parce que ça ne se cache pas quand même derrière un buisson. Non, ça ne se cache pas derrière un buisson. Vous voyez la taille d'un char, je veux dire, ça se cache pas comme ça. Une division blindée, ça occupe quand même pas mal d'espace au sol. Ça se voit sur des images satellites. On l'a vu d'ailleurs avec l'intervention russe en Syrie. Ils étaient à peine arrivés depuis 24 heures, qu'il y avait des photos satellites de la base aérienne avec les avions. On pouvait limite noter le numéro sur les ailes, tellement c'était précis. Donc voilà, si l'armée russe était là, on aurait des images de cette précision-là. Et bon, je suis arrivé en voiture, donc je suis passé par Rostov. Il n'y a aucune armée, ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas d'armée russe dans le Donbass ou juste derrière, quoi. Alors on va y revenir, mais tu es déjà allé sur le front. C'était samedi dernier à Zaïtseva. Zaïtseva et Glubokaya. Oui, et Glubokaya.
Donc le front, enfin, l'armée russe. On l'a pas vu non plus, ni là-bas, ni... non, il n'y a pas d'armée. Ça t'a surpris que finalement on soit si vite sur le front et qu'il n'y ait pas de profondeur? Non, parce que je savais avant de venir effectivement où se situait la ligne de front, comme j'ai suivi quand même les événements de près, donc je savais qu'elle est très très proche. Mais effectivement, c'est autre chose une fois que tu es sur place, effectivement comme à Zaïtseva, d'être là au milieu de la ville et puis on te dit la ligne de front elle est juste là-bas de l'autre côté sur la colline d'en face. Okay. Enfin là c'était les positions ukrainiennes. Voilà, les positions ukrainiennes sont juste sur la colline d'en face. Donc là c'est clair que tu te dis ok. Alors je précise que c'était calme parce qu'il y avait 2 voitures de l'OSCE. Ouais. Donc ils étaient là, on les a vus. Donc effectivement on a eu la chance qu'on n'était pas sous les bombardements. Alors bon, de ton suivi de Graham Phillips pendant l'hiver 2014-2015, puis les accords de Minsk de février, donc il s'est passé des choses. Ton contact russe de la Légion, tu as perdu contact avec lui? J'ai perdu contact avec lui, donc certainement mort. À peu près quand? Mi-juin 2015. Ah oui. Mi-juin 2015, donc il y a des choses assez étranges qui arrivent sur son mur Facebook qui sont complètement en contradiction avec ce qu'il partageait auparavant, puis le compte disparaît. Et donc ma supposition est qu'il a été tué et que peut-être... Mais alors comment tu atterris dans le Donbass? Parce que là, bon, on est en juin, donc on est au printemps, été 2015. Oui. Tu es toujours dans ton travail, dans ta vie tranquille, entre guillemets? Entre guillemets. Donc c'est là aussi où je commence à faire de l'humanitaire, c'est-à-dire à envoyer des dons à des associations comme Vostok France, à Graham Phillips, au bataillon Angel, donc, qui est le bataillon d'Alexei Smirnov. Donc c'est là où vraiment je commence à aider beaucoup plus, je fais de plus en plus de réinformations. Et puis à l'automne, je suis ta page et donc là on entre en contact et tu me proposes de venir t'aider. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ça a été progressif en fait. Ouais. On a discuté, ensuite je t'ai demandé si ça t'intéresserait d'être administratrice voilà. de ma page. Puis ensuite je t'ai demandé si tu pouvais traduire. Voilà, donc ça a été effectivement step by step, ça a été effectivement... Tu l'as fait naturellement? Oui. Oui, parce que je voulais pouvoir aider plus et pour moi c'était une façon de faire plus que ce que je faisais à ce moment-là. Et donc tout ça, c'est des choses que je faisais sur mon temps libre. Donc je rentrais du travail, je faisais 1-2 traductions et puis je partageais sur les réseaux sociaux. En tout cas, tu fais partie des anges gardiens qui ont fait que j'ai tenu la route. Donc voilà, je te le dis. Je te l'ai déjà dit, mais moi je te le dis là. Voilà. Donc voilà, maintenant, donc, quand est-ce que tu décides finalement, parce qu'au début, tu décides de m'aider, ensuite tu décides d'aider Donou, ensuite Yanusz avalise ton travail comme aide, parce qu'au départ tu ne pouvais pas, avec ton travail, ta vie, nous aider plus que quelques traductions, encore que tu en faisais beaucoup. Ouais. Quand est-ce que tu décides de partir? En fait, je décide de partir après qu'un de mes contacts lui-même soit venu ici comme volontaire. Donc ça commence à trotter un petit peu dans la petite tête et puis tu te dis, est-ce que je partirais pas moi aussi? Bon, d'un côté tu te dis, bon oui mais j'ai ma vie ici, puis c'est quand même dangereux, donc tu pèses le pour et le contre. Donc ça a trotté un petit peu dans la petite tête pendant un bon mois, chercher en plus qu'est-ce que je pouvais faire sur place. Est-ce que ton engagement survivaliste a joué en fait? Oui, parce que ça m'a appris à vivre avec des conditions, on va dire, parfois un petit peu difficiles. Donc j'ai appris à m'en sortir avec... T'as fait des stages, J'ai fait un stage, en fait de formation en permaculture pendant 15 jours, donc où j'ai appris effectivement à mettre en place des designs en permaculture à l'échelle d'une maison, d'une ferme ou plus grand, et donc aussi à vivre de manière plus sobre, on va dire ça comme ça. Et aussi à travailler tout ce qui est résilience
et autonomie. Donc ça effectivement pour moi ça rentrait de plein pied dans les choses dont le Donbass peut avoir besoin. Donc je m'étais dit je peux apporter quelque chose, je peux aider sur place de plusieurs façons différentes. Et je me suis dit voilà, il n'y a pas d'autre choix, si je veux aider plus, et je voulais aider plus, bah, il fallait venir ici. Et donc au bout d'un gros mois on va dire de réflexion c'était quand ça? tous les jours, donc là c'était mois de novembre. Mois de novembre où je prends la décision et je me dis ma place est là-bas. Et puis comme entre temps j'avais aussi donc comme j'ai dit pas mal étudié tout ce qui était voilà, le monde russe, la mentalité russe. Et je me retrouvais beaucoup plus dans cette mentalité, dans cette vision du monde, que dans la mentalité et la vision du monde occidental. Et donc je me suis dit vraiment ma place est là-bas. Ma place est là-bas et c'était devenu une évidence. Donc la décision était prise à ce moment-là. Voilà, bon, c'est quand même une décision assez radicale. Ouais. Parce qu'évidemment, tu passes d'une firme internationale au Luxembourg avec ta vie en Belgique. Pour te retrouver dans le Donbass, dans une guerre larvée. Ouais. Comment ton entourage réagit? Ma famille, bon ils m'ont pris pour une folle, mais bon ça c'est pas nouveau. Bon ils ont accepté la décision, de toute façon il n'y avait pas trop d'autres choses à faire, mais effectivement ils ont considéré que c'était complètement dingue. Ceux qui sont maintenant mes ex-collègues, beaucoup m'ont soutenu, assez étonnamment, les plus proches. Ils ont trouvé aussi que c'était un truc complètement fou, mais qui en même temps est tellement moi, comme ils ont dit pour certains. Il n'y en avait qu'une qui pouvait faire ça, c'était toi. Et donc, effectivement, donc ils suivent mon travail d'ailleurs. Ils continuent de se tenir informés, à suivre ce que je fais. Donc eux, ils m'ont soutenu. Et puis beaucoup d'autres collègues plus distants, on va dire, qui me connaissaient peut-être un petit peu moins. Eux aussi, un peu comme ma famille, ils se sont dit, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. Et certains qui pourtant travaillaient pas beaucoup avec moi, qui ont dit c'est génial ce que tu fais, c'est très courageux et c'est bien de suivre ton cœur, de suivre vraiment ce qui te motive, ta passion et une cause que tu as envie de défendre. Ils n'étaient pas désinformés ces gens? Parce que bon, tu dis je vais dans le Donbass, ils ont compris quoi? Parce que bon... Bah, moi je faisais de la réinformation à l'échelle de ma firme, donc je diffusais déjà quand même beaucoup de choses, je réinformais pas mal au niveau des collègues directs. Ils étaient réceptifs? Certains, ouais, certains oui, et puis bon, je discutais beaucoup, j'argumentais, j'amenais des preuves, et donc il y en a un certain nombre qui effectivement ont bien compris, d'autres qui sont restés très dubitatifs, mais dans l'ensemble, dans les collègues proches, je pense que le travail de réinformation il a porté. Donc bon, tu brûles le navire, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis tu te prépares. Ça a été long ça? Ça a été long, ça a pris quand même quelques mois. Faire la demande pour le visa pour la Russie. Je suis venue avec mon chien aussi, donc beaucoup de préparatifs pour lui. Trouver quelles étaient les règles à appliquer, les papiers nécessaires. Qu'est-ce que tu as comme chien? Un chien loup tchécoslovaque. Donc un énorme chien qui ressemble à un loup. Qui est un chien soviétique d'ailleurs, qui est une race soviétique qui a été créée au début des années 60, fin des années 50 par les soviétiques, en mélangeant un berger allemand avec un loup des Carpates. Donc très gros chien. Donc il a voyagé avec moi jusqu'ici en voiture. Alors t'es la troisième à avoir tenté l'aventure en voiture. Ouais. Après Tonio qui finalement avait échoué. Puisque lui il a voulu passer par l'Ukraine. Ouais, non, je n'allais pas commettre cette bêtise-là. J'avais vu son interview, donc je savais de toute façon que c'était pas la peine. Donc t'es passé par où? Donc moi en fait je suis passé par Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, et ensuite passer la frontière russe, redescendre passer près de Moscou et redescendre vers Rostov. Ensuite. Combien de kilomètres? 4000 quasiment. En 6 jours. T'as mis 6 jours? 6 jours, ouais. Dont une journée perdue en fait pour pouvoir passer la frontière russe, puisque je n'étais pas au courant d'une limite de poids et donc je dépassais les 50 kilos réglementaires et donc j'ai dû drastiquement alléger ma voiture et jeter ce qui restait de mon ancienne vie et vraiment passer avec le minimum vital dans la voiture pour réussir à passer.
Et bon, tu es arrivé à Donetsk. Et les premières impressions, parce que bon, après un voyage hallucinant quand même, 6 jours. Ouais. En plus, toi, tu ne connaissais pas le monde slave. Je crois que tu n'étais jamais allé dans un des pays, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la Biélorussie, hein, ni la Moldavie. Je connaissais pas du tout, donc il y a eu des petites choses un petit peu étranges, mais en fait, bon, après assez vite, je me suis fait. La première impression, c'était assez bizarre, quoi. C'était ok. Donc bon, passage de la frontière, la route est d'abord en bon état, après c'est un peu plus vers Ilovaïsk, là c'était déjà beaucoup plus endommagé, donc là j'ai dû vraiment rouler beaucoup plus prudemment. Mais oui, non, c'était assez. Je m'attendais quand même à certains paysages, que j'avais quand même pas mal suivi ton travail et celui d'autres, donc j'avais pu voir l'état du pays, des routes, des infrastructures, donc je m'attendais à un certain nombre de choses. Ce qui m'a un petit peu plus choqué sur la route quand je suis arrivée, c'était près d'Ilovaïsk, un cimetière où, juste à côté, on va dire, de l'ancien cimetière qui était plus ou moins fermé, il y avait toute une série de tombes beaucoup plus fraîches, qui étaient là pour rappeler qu'effectivement, voilà, on était dans un pays en guerre. Et ton impression de Donetsk, enfin maintenant ça fait 15 jours. Ouais. Bah, très positive, enfin, vraiment Donetsk est une ville très propre, très bien entretenue, vivante, les gens vont au travail, les étudiants vont à l'école. C'est vraiment en dehors des bruits des bombardements qu'on entend parfois le soir. C'est une ville qui ressemble à toutes les grandes villes, on va dire. Voilà, avec ses spécificités effectivement d'époque soviétique, mais. Donc j'imagine que tu es venu pour recevoir la valise de millions de dollars comme agent de Poutine. Alors celle-là, je l'attends toujours. J'ai pas trouvé, j'ai jamais reçu de chèque, j'ai jamais reçu de valise d'argent. Écoute, je sais pas où. Alors on l'a bien planquée, mais je sais pas où elle est. Mais non, ouais, ça c'est. Donc tu as financé ton voyage, etc. toute seule. Toute seule. C'est aussi pour ça que ça avait pris un petit peu de temps pour préparer mon voyage, pour mettre un peu de côté pour venir. Voilà. Tes amis t'ont aidé? Mes ex-collègues, oui, sont cotisés et m'ont aidé un petit peu, effectivement. Donc, c'est vrai qu'avant de partir, j'ai revendu tout ce que je pensais de toute façon ne pas emmener, donc ça a aidé aussi. Donc voilà, tout est financé de ma poche. Bon, et Donny, parce que finalement on n'en parle jamais de Donny. Donny, super équipe. Je sais pas. Non, super équipe. Je me suis intégrée tout de suite. Bon, la plupart, voilà, j'avais déjà des contacts avec à l'époque où j'étais encore en Europe. Donc il y en avait certains qui étaient très impatients de me voir. Moi aussi, j'étais impatiente de voir un petit peu tout le monde, en vrai. Et puis, non, ça se passe très très bien. Franchement, c'est une bonne équipe, on collabore bien tous ensemble, il y a une super ambiance. Tu t'exprimes, tu es anglophone? Anglophone, voilà, puis j'apprends le russe. Donc, c'est en cours. C'est en cours. En mode immersion. En mode immersion totale. La meilleure méthode, paraît-il. Donc, ouais. Et tes espoirs pour la suite? J'espère que la paix finira par s'installer durablement ici. Parce que c'est vrai que quand on a été à Zaïtseva et à Glubokaya, c'est assez difficile de voir les populations dans cette situation de guerre qui est censée être un cessez-le-feu, mais où ils continuent quand même à se prendre des obus sur la tête. Donc c'est vrai que, ne serait-ce que pour toute cette population civile, on peut qu'avoir envie que les choses se règlent de manière pacifique. Tu as entendu des bombardements? Ouais. Dès la première semaine où j'étais là, il y a eu un soir où ça a vraiment tapé très très lourd. J'étais en vidéoconférence avec un ami et même lui arrivait à entendre, donc malgré le micro de mauvaise qualité de mon PC, il arrivait à entendre. Donc ça tapait très très lourd. Et la suite pour toi? Parce que bon, tu parles de la paix. Et donc Christelle après?
Christelle, après, elle verra là où elle peut être utile. Je pense que il y a des compétences que j'ai acquises par le survivalisme et par la permaculture qui pourraient être utiles. Qu'est-ce que tu as envie de faire ici en fait? Peut-être effectivement de développer des projets comme ça en permaculture, de conseiller peut-être pour développer vraiment un mode de développement réellement durable pour le Donbass et mettre en place donc ces systèmes qui permettraient de leur assurer une autonomie alimentaire, énergétique, en termes de gestion de l'eau aussi. Je pense qu'il peut s'intégrer parfaitement dans le projet sociétal que représentent l'ADNR et la LNR. Donc, alors, et les méchants séparatistes, terroristes, comment ça se passe avec eux? Ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas de terroristes. Écoute, je croise principalement ici des civils, donc des familles, des parents avec leurs enfants, des gens, voilà, comme vous et moi. Pas d'armée russe, quelques soldats de la République populaire de Donetsk de temps en temps, mais voilà. Alors, t'en as rencontré justement à Zaïtseva? Oui, à Zaïtseva, on en a vu effectivement. C'était quoi ton impression? Des gens comme toi et moi qui, en voyant leur pays attaqué, leur famille bombardée, ont décidé de prendre les armes pour les défendre, tout simplement. Ils étaient bien équipés, bien habillés? Non. C'était vraiment bric et broc avec ce qu'ils ont trouvé et ils arrivent à assurer la défense du Donbass comme ça. C'est assez impressionnant. Quand je vois avec quels moyens ils défendent leur terre et avec quels résultats, c'est vraiment impressionnant. On en a rencontré 4 ou 5. Ouais. Il n'y en avait pas un qui était arrivé pareil? Non, c'était complètement dépareillé, c'était vraiment... et vraiment des gens tout simples, des gens qui auparavant travaillaient à la mine, qui étaient ouvriers et qui ont pris les armes pour protéger les leurs, tout simplement. On était dans une école d'ailleurs. Oui, on était dans une école. Complètement détruite, complètement pulvérisée. Et l'autre école où ensuite on s'est rendu était également bombardée, y compris la veille du jour où on est venu. Donc alors que je prenais des photos, un monsieur est venu discuter un petit peu avec moi, et de ce que j'ai réussi à comprendre avec un petit niveau de russe, c'est que deux obus avaient de nouveau touché l'école la veille au soir. Ça avait bombardé très très lourdement. On n'a pas pu descendre parce qu'en fait il y a un chemin couvert qui descend jusqu'en bas du village, mais là c'était chaud. Donc malgré l'OSCE, c'était dangereux de descendre. J'espère qu'on y retournera avec toi. Ouais. C'est un coin quand même spécial. 1200 civils, 500 enfants. Et qui sont vraiment à portée de tir de l'armée. 1600, pardon. 1600. Ils sont vraiment à portée de tir de l'armée ukrainienne. Ça c'est impressionnant. Et ils restent là et ils ne veulent pas partir. Voilà, ils sont chez eux et ils ne veulent pas partir. C'est vraiment impressionnant. Pour des Occidentaux, je pense que c'est relativement incompréhensible. Donc maintenant, tu as été kidnappé par Denis. Tu penses, donc je t'ai demandé qu'est-ce que tu allais faire, etc. Tu me l'as dit, tu penses que tu vas rester longtemps ici? Oui. Oui. C'est vraiment, j'ai vraiment largué totalement les amarres vis-à-vis de l'Europe et je pense effectivement que voilà, si j'ai la possibilité de pouvoir rester ici longtemps, je resterai. Et bon, pour finir, qu'est-ce que tu aurais à dire aux Français? Parce que finalement, il y a ceux qui suivent le Donbass et la Russie, donc il y a un certain nombre de gens qui sont au courant. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, même j'imagine dans tes amis et ta famille, etc. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Arrêtez d'écouter les médias occidentaux, c'est vraiment une catastrophe. Il y a une chape de plomb au niveau de ce qui se passe dans le Donbass, on n'en parle plus dans les médias occidentaux, alors que tous les jours ici des gens meurent ou sont grièvement blessés, soit dans les bombardements, soit en marchant sur les mines, etc. Vraiment réinformez-vous, allez regarder les médias alternatifs, vraiment, parce que ce qui se passe actuellement dans le Donbass, un jour ça peut arriver en Europe, l'Europe n'est pas du tout à l'abri de ce qui se passe ici. Donc vraiment, réinformez-vous avant de vous retrouver dans cette situation-là.
parce que quand ça va vous arriver, là ça va être la très très mauvaise surprise et vous risquez de rester complètement tétanisé par le choc et ça serait vraiment le pire scénario. Enfin, c'est alarmiste quand même ce que tu dis. C'est très alarmiste, mais la situation en Europe et dans les pays occidentaux en général est mauvaise. La situation économique est vraiment grave, bien plus qu'en 2008, quand la crise a éclaté. Bon, je me fais encore l'avocat du diable, l'Union européenne c'est la paix. Ouais, alors la paix, oui et non. Hein. Si on va en Grèce, je pense que les Grecs, ils la voient pas de la même façon, la paix, que les gens qui sont à Bruxelles, au Parlement européen. L'Europe c'était censé être la paix. En réalité, l'Union européenne, elle soutient l'Ukraine actuellement, elle soutient un gouvernement qui s'appuie et qui est soutenu par des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules nazis, et qui d'ailleurs ici dans la guerre dans le Donbass se comportent très exactement comme leurs prédécesseurs d'il y a un peu plus de 70 ans. Alors justement, parlons-en un petit peu, on va prolonger un peu parce que ça devient assez intéressant. Tu m'as vu faire l'interview de Natacha. Oui, très dur. Même avec mon très faible niveau de russe, j'arrivais quand même à comprendre ce qu'elle expliquait, parce qu'elle montrait par des gestes ce qu'il lui avait fait. Ça a été très très dur émotionnellement de sentir toute cette souffrance ce qu'il lui avait fait endurer. Puis bon, après j'ai lu effectivement la transcription que tu avais faite en français, je l'ai retraduite en anglais pour lui donner une plus grande diffusion. Et j'ai l'impression de replonger dans les récits, les témoignages de ce que faisait la Gestapo, effectivement autres collaborateurs des nazis. Alors ça fait, cette fois-ci, Natacha a encore parlé de la fameuse Charline de la Croix-Rouge. Oui, la fameuse Charline. Ainsi que d'un commissaire des Nations Unies, ainsi que d'un possible cadre où on ne sait pas trop, un Français d'ailleurs. Oui, de l'Union européenne. Ouais, on attend de recevoir la carte de visite, j'ai déjà le numéro. Pourquoi ces gens ne parlent pas? Bonne question. Moi je ne sais pas comment ces gens-là ils font pour ne pas dire ce qu'ils ont vu, garder le silence et se regarder dans un miroir le matin. Ça c'est quelque chose qui vraiment me dépasse. Comment au niveau de sa conscience on peut être au courant de ça, de toutes ces tortures, des viols systématiques quand ce sont des femmes qui se font attraper. Natacha n'a pas été violée par contre. Natacha, non, mais effectivement d'autres femmes plus jeunes, effectivement c'est systématique. Je ne comprends pas comment on peut faire cela, être au courant de ce qui se passe là et ne rien dire. Comment est-ce qu'on peut garder le silence là-dessus et se faire complice de ces gens-là? C'était le 10e prisonnier politique que j'ai interviewé et la première femme. Ouais, c'est franchement... ceux qui savent, dites ce que vous savez. Il n'y a aucun pouvoir ou aucun argent qui vaut la souillure de votre conscience à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a rien qui peut acheter le fait de garder un tel silence. Quand j'écris et quand tu vas écrire, ceux d'en face vont dire oui mais toi tu es dans la propagande, tu fais de la propagande pro-russe, etc. Oui, ça j'ai déjà ce genre de commentaires sur les articles que j'écris déjà et que je partage. On n'est pas là pour soutenir la Russie, on est là pour le peuple du Donbass, c'est lui qui est important. Et donc non, ce qu'on retranscrit c'est ce qui se passe, c'est la réalité du terrain, c'est ce que les gens nous racontent, point. Après si ça ne correspond pas à la narration que les médias occidentaux se donnent pour satisfaire un agenda politique, ça c'est pas notre problème. Nous on est là vraiment pour aider le peuple du Donbass et pour aider à faire savoir ce qui se passe réellement. D'accord Christelle. Bah écoute, on a déjà une belle interview. Je pense qu'on en fera d'autres parce que bon, je pense qu'on doit parler les uns les autres. On écrit mais c'est pas pareil. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir entendu ton message. Tu es la 3e française, à être venue pour un certain temps. Je pense que peut-être que tu seras celle qui va rester le plus longtemps, j'espère pour toi. Peut-être, on verra bien, l'avenir nous le dira. Voilà. L'avenir nous le dira. Bon, et bien voilà, c'était donc l'interview de Christelle donc pour Denis Presse,
le 10 avril, Laurent Braillard. Au revoir, à bientôt. Au revoir.